Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement et de la transition. C'est un projet co-créé avec l'espace de coworking Transforma Bruxelles, Innovation Center et notre SBL de Podcast Factory Org. J'ai devant moi la joie et le plaisir de retrouver Jeanne Delaurent et comme dans l'épisode précédent, vous l'aviez entendu, on l'avait mentionné, on va parler aujourd'hui des arbres fruitiers en particulier, mais aussi de pourquoi est-ce qu'on fait des greffes à ces arbres et un sujet amenant l'autre. On va commencer par le début, on va parler des arbres fruitiers. De quels arbres fruitiers souhaiterais-tu nous parler et pourquoi avoir pensé à ce sujet peut-être? J'ai pensé à ce sujet parce que je pense que C'est une d'abord question qui c'est revient. c'est quelque chose qui me passionne. Ouais, ouais, les arbres fruitiers, c'est vraiment un truc qui me passionne et puis c'est une question qu'on me pose très souvent. Les arbres fruitiers, lesquels? Et est-ce que si je plante un noyau, un pépin, ça pousse et est-ce que ça va donner un arbre qui fera des fruits? Alors, je t'écoute Jeanne. On me pose effectivement souvent la question de pourquoi est-ce qu'on achète des arbres fruitiers greffés et pourquoi est-ce que c'est pas suffisant de planter un noyau ou un pépin? C'est suffisant de planter un noyau ou un pépin, donc si on plante un noyau, si on plante un pépin, dans les conditions, nécessaires, c'est-à-dire si c'est stratifié par le froid et cetera, donc bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut parfaitement pousser, ça peut parfaitement faire un arbre et ça peut parfaitement faire des fruits. Il y a pas de mystère, si on plante quelque chose qui est une graine d'arbre fruitier, ça peut faire un arbre fruitier qui donnera des fruits sans aucun problème. Alors, j'ai envie de dire, dans la nature, il n'y a personne qui fait des greffes normalement. Non, dans Sans la nature, l'homme. il y a personne qui fait des greffes, ouais, ouais, c'est l'homme qui fait des greffes. Mais dans la nature, les fruitiers ne produisent pas les fruits que tu achètes au supermarché. Ça, c'est vrai aussi. C'est ça, en particulier, voilà, la Golden Delicious et la, Royal Gala et cetera. Dans No la way. nature, zéro, ça n'existe pas. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on greffe. Donc la majorité des fruitiers aujourd'hui, c'est en particulier le cas des pommiers, sont des variétés qui ont été hybridées et qui ont été «améliorées» entre guillemets par l'homme, depuis des générations pour obtenir des fruits plus gros, plus beaux, plus standardisés, qui se conservent plus longtemps et cetera et qui correspondent plus au goût humain actuel. Mmh. Mhm. Donc généralement dans la nature, les fruits des fruitiers sauvages sont plus petits. Certains sont plus durs, beaucoup moins mangeables, c'est en particulier le cas des poires, donc la poire sauvage, ça se mange pas et les arbres ne sont pas toujours adaptés à l'environnement dans lequel on souhaite les faire pousser. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on greffe. Donc si je parle un petit peu de la greffe, en fait, la greffe, c'est mettre sur un pied d'arbre avec une racine, donc ça s'appelle le porte-greffe. Donc en bas de l'arbre, il y a un pied avec une racine. Mettre sur ce pied avec une racine un morceau d'autre arbre fruitier qui est la variété qu'on souhaite. Ça s'appelle le greffon. Mhm. Je m'explique, on fait ça parce que le fait d'avoir un porte-greffe qui n'est pas celui de l'arbre final permet d'avoir un porte-greffe qui est adapté à son sol ou à son environnement. Donc les porte-greffes, Il faut quand même que ce soit deux espèces qui se ressemblent. il faut que ce soit deux espèces qui se ressemblent. Oui, oui, il faut que ce soit Mhm. deux espèces qui se ressemblent. On ne peut pas greffer n'importe quoi sur n'importe quoi. Si on greffe un pommier Pommier sur sur un chêne, cerisier, ça ça va ne être marchera pas non compliqué. plus. Il y a certaines... Donc, si tu veux, par exemple, on greffe le poirier sur le cognacier si Oui. on veut avoir des arbres plus petits. Mhm. Parce que les poiriers sauvages sont de très grands arbres. La majorité des gens ne peuvent pas avoir un arbre de 10 mètres de haut dans leur jardin. Et donc, on greffe les poiriers sur des cognaciers. Donc, le porte-greffe, ça sert principalement à réguler la hauteur de l'arbre. Donc, on peut avoir des arbres qui sont ce qu'on appelle des francs, c'est-à-dire des arbres qui sont greffés sur un noyau, un pépin, et cetera. Donc quelque chose qui pousse spontanément, qui va donner des très très grands arbres. Et là, la mise à fruit sera très longue, c'est-à-dire qu'ils ne produiront pas avant 10 ans ou 12 ans de croissance. Et puis, on peut avoir des porte-greffes plus ou moins nanifiants. Donc, si tu veux, tu pars de l'arbre taille maximum, qui est l'arbre franc, donc l'arbre issu d'un pépin. Et puis, tu peux ensuite choisir des porte-greffes qui te permettront d'avoir un arbre plus ou moins grand. Mhm. Typiquement, un des moins grands, c'est le M9. Ça fait des tout petits arbres qui font 2 mètres ou 2,50 m de haut et dont la mise à fruit est ultra rapide. Au bout de 2 ans, ils commencent à produire des fruits. Donc ça, c'est l'avantage si tu as un tout petit jardin. C'est aussi ces arbres-là que tu vois dans les vergers où les gens plantent des arbres extrêmement proches les uns des autres qu'ils conduisent et qu'ils taillent. Donc, qu'ils taillent en espalier ou qu'ils taillent le long de lignes, tu vois, qu'ils conduisent un peu comme de la vigne. Mhm.
Ça s'y prête particulièrement, Ça quoi. s'y prête Mmh. particulièrement parce que c'est, à la base, un tout petit arbre. Donc ça a ce gros avantage que ça produit très vite et c'est pas très grand. Ça a l'inconvénient qui va avec son avantage, c'est que ça vit pas très longtemps, puisque c'est un arbre qui est boosté pour être super productif et donc ça produit, ça produit, ça produit et puis ça meurt. Donc bon. Et en plus, c'est un arbre qui a un système racinaire très peu développé parce qu'en fait, le système racinaire ressemble à ce qu'on appelle le chevelu, à ce qu'on voit de l'arbre, c'est-à-dire aux branches. Donc si vous avez un petit arbre avec pas beaucoup de branches, vous avez un système racinaire très peu développé. Et donc, s'il y a de très très grosses bourrasques de vent, il faut absolument leur mettre quelque chose qui les tienne droit, quoi. Il faut les tutorer avec un gros piquet parce que sinon le vent les couche. Alors c'est tout un art le greffon, hein, parce que moi je me rappelle avoir vu, dans mon enfance mon grand-père ou mon père en faire. Ils font une grande taille dans l'écorce de la forme d'un thé, hein, pour atteindre la sève, je pense. Puis le greffon, il doit avoir une forme un peu aussi pointue pour venir se glisser dans ce thé. Et puis après on resserre le tout, on englobe, enfin un pansement autour, hein, Ouais. je ne me rappelle plus de la matière qu'ils utilisaient pour vraiment, rendre le Ouais, truc, généralement, c'est du caoutchouc. voilà, du caoutchouc Ouais, du pour rendre le caoutchouc truc, vraiment biodégradable, ouais. hermétique. Et puis alors, on a justement cette greffe qui prend vie et qui finit par être une partie une composante de l'arbre en lui-même. La question que je me posais souvent, je me rappelle quand j'étais petit, c'est pourquoi ils faisaient ça? Et moi, je me rappelais que mon grand-père me disait: «Beh, si tu manges ce cerisier-là, beh, elles seront toutes petites et très sûres et avec ça, on aura des grosses cerises bien sucrées». Oui, c'est ça. Donc si tu veux, ce que tu décris, c'est une des formes de greffe. Donc il y en a toute une Toute une série série. d'autres. Oui, oui, Mmh. il y en a toute une série d'autres. Mais effectivement, ton grand-père avait absolument raison. Probablement, il faisait une greffe sur un cerisier sauvage. Exact, Et c'est donc ça. les Mmh. cerisiers sauvages, ça fait généralement des cerises toutes petites et très sûres. Ça fait en Mmh. fait des meurises, Oui, c'est tu ça. vois? Ou les cerisiers de Sainte-Lucie qui Il sont nous avait aussi des fait goûter d'ailleurs, porte-greffes. c'était Ah oui, non, vraiment non, infect. bah, Enfin, ça voilà. Mais c'est pas facile à manger, on va si dire. tu veux, il y en a certaines, moi par exemple, j'en ai, mon voisin en a et je les ramasse et avec je fais de la confiture. Oui, dans ce cas-là, c'est bien parce qu'on rajoute du sucre et c'est bon. C'est ça, Voilà. c'est ça. Et Mmh. si tu veux, en confiture, quand c'est cuit, quand c'est transformé, ça se mange sans aucune difficulté. Mais c'est vrai que c'est pas des cerises qui se mangent. Enfin, c'est pas des gros cœurs de pigeon, tu vois. C'est Voilà. pas des trucs énormes, juteux, etc. Mais ça n'existe pas dans la nature. Encore une fois, ça a été créé par l'homme. Et ça n'a rien de négatif, ce que je dis, parce que autant je trouve que maintenant on est vraiment dans la dérive et on crée des fruits qui sont des fruits très gros et très esthétiquement satisfaisants qui n'en goûtent rien, hein. Mmh. La Golden, c'est un excellent exemple. C'est fantastique, ça a goût absolument de rien. C'est désaltérant, bon. Autant, on a de tout temps, les paysans, les gens qui avaient des arbres fruitiers, on a de tout temps greffé, on a de tout temps hybridé, on a de tout temps conservé les meilleures variétés. Et donc, l'homme, depuis toujours, en fait, Sélectionne naturellement c'est les ça, choses. Mmh. a sélectionné naturellement des choses en fonction de son propre goût, des caractéristiques de son terrain, etc. Et ça, Donc, c'est pas de l'OGM, hein, c'est naturel, on ah oui, oui, insiste. oui, oui. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est pas de l'OGM non plus, c'est juste de la sélection qui correspond, si tu veux, à la demande du marché. La demande du marché, Mmh. c'est que ça se conserve longtemps en rayon, que ça se transporte sans difficulté, y compris que ça mûrisse dans les camions ou dans les bateaux. Ouais, Et que donc, ça si ait tu du poids veux, et de la taille, quoi. que ça ait du poids, que ça ait de la taille, que ça ait une très longue durée de conservation et pas nécessairement du goût. Mmh. Parce qu'en plus, on n'aime plus nécessairement les choses qui ont du goût, si tu veux. Moi, j'ai goûté toute une série de variétés de pommes parce qu'à côté de chez moi, j'ai la chance d'avoir un conservatoire végétal national. Et donc, si tu veux, ils ont, je sais pas, 600 sortes de pommiers différents. C'est extraordinaire. Et si tu veux, il y en a, c'est vraiment plus un goût auquel on est habitué. C'est sûr, c'est âcre, enfin, c'est étrange, quoi. Et ce sont des pommes qui ont été sélectionnées par des gens. Donc, si tu veux, c'est vraiment des choses qui ont été créées par des gens qui trouvaient que c'était top. Ouais, voilà. Et maintenant, on a juste pris l'habitude que, bah, une pomme, si tu veux, si tu regardes les pommes qui existent aujourd'hui commercialisées dans les magasins, elles viennent toutes des mêmes 5 races de pommes. Donc, ce sont des hybrides des mêmes 5 races de pommes et elles ont toutes les mêmes caractéristiques. Elles sont juteuses, elles sont pas très goûteuses, elles sont grosses, elles brillent, elles sont esthétiquement satisfaisantes et elles se différencient pas vraiment les unes des autres, quoi. Et Est-ce qu'on donc, peut tu vois, encore trouver malgré tout des pommiers, oui, oui. plus spécifiques dans nos régions facilement? Oui, 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 oui. Donc si tu veux, il y a effectivement, d'abord, il y a encore plein de pommiers dans nos campagnes, mais Mmh. il y en a un tas qui ont été arrachés parce que, voilà, il fallait produire. Mais il y a encore un tas de producteurs qui font de la pomme, disons, de caractère plutôt que traditionnelle, parce que
de la pomme ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, hein. Mmh. Et si tu veux, il y a encore plein de variétés de ces fruitiers-là, mais il faut absolument, 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 j'insisterai jamais assez, il faut lutter pour que ces variétés ne disparaissent pas. Si on fait disparaître le patrimoine génétique et si on fait disparaître la variété des races de fruitiers qu'on a en Europe, dans le monde ou n'importe où, on tue soi-même, Bah, on se sa tue soi-même tout possibilité de survivre, simplement, quoi. ouais, Oui, c'est c'est ça ça, quoi, c'est ouais. ça. On l'a Donc si dit tu dans le veux précédent podcast, hein, ouais, sans ouais, ouais. diversité, sans variété, c'est Sans la diversité et sans nature ne variété, on vit va pas y pas. arriver, Voilà, on donc va celui pas qui y a encore des arriver. doutes, qu'il comprenne une fois Ouais, pour toutes, on ouais. ne vit pas sans diversité. Non, C'est impossible. non, non, non. N'importe quel savant et n'importe quel idiot vous le On dira. vit on vit sans diversité, mais si tu veux, on Oui, vit de c'est manière pas durable, appauvrie, c'est ça, on vit de pas manière durable. appauvrie et de manière non durable. Ouais. Mais bon, quand même un point là-dessus, la nature recréera de la diversité quand on ne sera plus là, hein. Parce que Qu'on si soit tu là ou pas, veux, ouais, qu'on c'est soit là ça. ou pas, elle recréera de la diversité. Mais si on pouvait nous éviter de détruire la diversité qui existe pour après reconstruire quelque chose de plus standardisé et de moins intéressant, ça serait bien, quoi. Grâce à nos amis de Plaisir Vert, hein, dont on a fait des podcasts que tu entendras aussi certainement sur le site de Midoricast qu'on va bientôt publier avec Joveline. Elle m'a mis en contact avec une pépinière à Halle. Je vais les inviter à mon micro, dont je ne dis pas le nom tout de suite. Je laisserai la surprise. Et ils proposent des légumes, des fruits et des arbres fruitiers, donc bio. Donc, où il y a une garantie homologuée bio vraiment de souche, quoi. Et ça, je pense que c'est aussi une plus-value ou ce n'est pas forcément une plus-value? C'est toujours une plus-value. Donc si tu veux, il y a beaucoup de débats sur, est-ce que le bio est vraiment bio et cetera et Oui, voilà, cetera. c'est ça, quoi. De toute façon, bio, c'est toujours une plus-value parce que dans le pire des cas, même si, ça n'évite pas, la totalité des intrants et cetera, c'est mieux que l'agriculture intensive, Voilà. hein. Donc dans tous les cas, c'est mieux. Surtout si c'est bio belge ou bio français local, parce que ça évite d'avoir, si tu veux, par exemple, le bio, en Espagne, le bio en Pologne, le bio et cetera, n'a pas les mêmes critères. Je ne dis pas Mmh. qu'ils sont moins bons, je dis qu'ils sont différents de ceux qu'on a en France ou en Belgique. Et donc on importe des légumes ou des fruits qui sont estampillés bio et qui ne le seraient pas s'ils étaient cultivés chez nous. Et donc le bio en Belgique, en tout cas, correspond à des critères qui sont des critères qui ont été Identifié, identifiés, identifiable et facile, reconnus, voilà. si tu veux, en Belgique comme étant, des critères acceptables. Et donc Mmh. dans tous les cas, le bio, c'est mieux, quoi, hein. Mais c'est clair, ne fût-ce que pour le signal, hein, qu'on donne en étant consommateur de bio, on Oui, on on donne un signal fort au monde de l'entreprise en masse, quoi. ouais, ouais, ouais. Et si tu veux, généralement, ça va avec une démarche de préservation de la diversité et ça va avec une démarche d'offre sur le marché de choses qui sont, moins communes. Je connais pas beaucoup de producteurs bio qui ne font que, je dirais de la golden. Si tu veux, il y en a un tas qui font, non seulement des variétés anciennes de fruits, mais également des fruits beaucoup moins communs. Donc si tu veux, les fruits de l'argousier, les fruits de l'arbousier, les fruits de c'est 2 choses différentes, je le dis parce que ça a Mmh. l'air d'être la même chose, mais il y en a un, ce sont des arbouses et l'autre, l'arbre s'appelle un argousier. Donc il y a toute une série de fruits, les fruits, du cournouiller et cetera, qui sont des fruits qu'on ne consomme plus et qui ont été consommés et qui existent et qui sont en train d'être à nouveau, proposés et commercialisés, mais par des toutes petites filières très alternatives de proximité. Alors, pour revenir peut-être au sujet de la greffe, hein, parce que c'est encore un point que je voudrais éclaircir avec toi. Oui. Quand on met le greffon sur le porte-greffe, est-ce qu'il y en a un qui l'emporte sur l'autre? C'est d'office le greffon qui l'emporte ou comment on fait pour être sûr que, comme pour ces fameuses cerises, ce seront des cerises sucrées et non des cerises acides? Bah, en fait, c'est 2 bouts d'arbre que tu colles, Mmh. hein. Donc si tu veux, le bout du dessous qui est le porte-greffe. Si tu regardes un arbre en coupe, il y a ça c'est un peu grossier ce que je dis parce que c'est pas, tout à fait scientifiquement correct, mais il y a en fait 3 morceaux qui sont aisément identifiables à l'œil nu dans une coupe d'arbre. Tu as, le bois à l'intérieur qui est blanc, tu as l'écorce à l'extérieur qui est brune et entre les 2, si tu regardes bien, tu as une toute petite couche qui est, vert foncé, qui est le cambium. Cette couche-là, c'est la couche active qui fait que l'arbre grossit vers l'extérieur. Ouais. Quand tu mets le greffon sur le porte-greffe, il faut faire en sorte que le cambium du greffon, donc la petite ligne vert foncé que tu vois, soit en contact avec le cambium du porte-greffe. Quand c'est en contact et que la greffe prend, ce cambium se soude.
En fait, c'est ça qui fait la soudure d'un arbre à l'autre. À Voilà. partir du moment où cette soudure est effectuée, le porte-greffe continue, si tu veux, à pousser. Donc, c'est le porte-greffe qui apporte la croissance de l'arbre. Mais au-dessus de la greffe, donc au-dessus du point où tu as greffé et qui reste très visible, Toutes les tout ce branches qui seront pousse le au-dessus, greffon. voilà, tout ce Mmh. qui pousse au-dessus sera la variété que tu as greffée. Mais c'est la raison pour laquelle il faut, quand on plante un arbre fruitier greffé, faire attention à la profondeur à laquelle on le plante. Parce que si on enfouit le point de greffe, donc quand vous achetez un fruitier, si vous regardez au pied du fruitier à peu près 10 ou 20 centimètres des racines, en fait, il y a une espèce de renflement. Mmh. Ce renflement, c'est le point de greffe. Si vous enfouissez ça dans le sol, l'arbre va repartir du pied au niveau du porte-greffe. C'est-à-dire que ce qui va sortir du sol, ça va être la partie la plus vigoureuse. La partie la plus vigoureuse, c'est toujours le porte-greffe. D'accord. Et donc, il faut absolument laisser le point de greffe au-dessus du sol pour être sûr que ce que vous voyez pousser, c'est le greffon. Alors peut-être une question idiote, mais je me mets à la place de personnes qui n'y connaissent rien non plus. Est-ce qu'il serait possible donc, par cette façon de greffer, d'avoir au-dessus d'un niveau de l'arbre les fruits qu'on espère qui sont sucrés et comme on l'a souhaité, et en dessous l'autre, et donc 2 types de fruits différents sur le même arbre? Oui, mais c'est généralement pas ça qu'on fait. Donc, si tu veux, le porte-greffe, généralement, les fruits ne sont pas des fruits que tu as envie de manger. Mmh. C'est très souvent, effectivement, comme disait ton grand-père, c'est petit, c'est sûr, etc., etc. Ce qu'on fait assez régulièrement, c'est qu'on greffe plusieurs variétés sur le porte-greffe. C'est-à-dire que tu as un porte-greffe avec plusieurs branches et tu peux, si c'est par exemple, si tu greffes de la prune, tu peux greffer d'un côté de la reine Claude et tu peux greffer de l'autre côté de la prune Dante. Donc sur le Tu vois, même qui fait arbre, on du a 2 sortes pruneux de prunes Oui, oui, tu peux différentes. avoir 10 sortes de fruits, le même fruit évidemment. Tu peux avoir 10 sortes de prunes différentes sur le même arbre. Waouh! Voilà, Ça, j'avais pas encore l'inconvénient, vu par contre. ouais, mais ça existe. Donc, si tu vois, il y a des gens qui trouvent que c'est rigolo de faire ça. L'inconvénient de faire ça, c'est que généralement, bon, d'abord, ça fatigue un peu l'arbre, Oui, ça épuise ses ressources. probablement, Oui, oui, ouais. c'est ça quoi. Et puis surtout, si tu veux, les variétés ne sont pas égales entre elles. Et donc, il y en a Mmh. une qui finit par prendre le dessus parce qu'elle est Qui est super. dominante. Ouais, c'est ça. Elle pousse beaucoup mieux, elle est super productive, etc. Et donc, elle finit par éliminer les autres. Mais si tu veux, c'est un truc intéressant à faire, de constater que. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a soudure entre le porte-greffe et le greffon se développe. Et donc, si tu as des greffons différents sur des branches différentes, bah, tu as des arbres différents sur le même. Eh bien, dis donc, Jeanne, j'en ai appris des choses aujourd'hui grâce à toi, et j'espère que c'est valable aussi pour nos auditeurs. Alors, Jeanne, avant de clôturer tout doucement ce podcast-ci, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais encore mentionner, qu'on doit savoir quand on veut faire des greffes et la production fruitière dans son jardin, qu'on n'aurait pas encore abordé? Une erreur classique à ne pas faire, bon, tu as déjà dit, pas trop bas, pas le nœud en dessous, et sinon c'est foutu, mais il y a d'autres erreurs à ne pas faire? Des erreurs à ne pas faire, non, parce que si tu veux, je pense que la majorité des gens ne va pas se lancer à faire des greffes sans savoir greffer. Par contre, ce qui serait intéressant, et ça n'est très souvent pas le cas, c'est de poser la question quand vous achetez un arbre fruitier pour savoir sur quel porte-greffe il est greffé. Parce que je le répète, un porte-greffe M9, ça fait un fruitier tout petit. Un porte-greffe MM111, ça fait un fruitier intermédiaire, mais ça fait quand même 4 mètres de haut ou quelque chose comme ça. Mmh. Et un porte-greffe sur franc, ça fait un arbre qui fait 10 mètres et qui ne met à fruit qu'au bout de 10 ou 12 ans. Donc j'ai souvent aussi des gens qui me disent: «Oui, j'ai planté un arbre, etc. J'attends, ça fait 5 ans et j'ai toujours pas de fruits». En fait, si vous avez acheté un arbre qui est greffé sur un arbre franc, c'est-à-dire un arbre qui pousse à partir d'un pépin ou d'un noyau qui a été planté, il sera magnifique, il sera vigoureux, il sera gigantesque, il sera résistant aux maladies parce que Mmh. il pousse à partir d'un pépin ou d'un noyau, Mais dans 10 ans. mais il ne fera des fruits que dans 10 ou 12 ans. Et donc, sauf si vous plantez un verger pour la pérennité, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, que vous n'êtes pas pressé, et de toute façon, il ne faut pas être pressé quand on plante des fruitiers, hein. Mmh. Il vaut mieux vous renseigner quand vous achetez un arbre pour savoir de quel type est le porte-greffe. Et il y a donc des porte-greffes plus ou moins nanifiants, mais il y a aussi des porte-greffes adaptés si votre terrain est très humide, si votre terrain est très calcaire, etc., etc. Donc, essayez dans la mesure du possible d'acheter un arbre fruitier, non pas dans un supermarché, mais chez quelqu'un qui vous le vendra et qui pourra vous donner une Des conseils indication en plus, sur, oui, voilà. Mmh. sur le type de porte-greffe sur lequel a été greffé votre fruitier. Super.
Très, très bon conseil de ta part, Jeanne. Alors, on se retrouvera on va pas aujourd'hui définir, hein, toutes les formules que tu as utilisées qui sont plus peut-être pour certains du jargon comme le M, un tel, et cetera. Ça, je pense qu'un peu de lecture et de recherche sur Google, permettront aux auditeurs d'identifier tout ça. On pourra en faire un sujet de podcast dans le futur, pourquoi pas. Mais si vous avez des questions, faites aussi un petit commentaire et on transmettra de toute façon. C'est un sujet qui est assez vaste, hein, je pense qu'on peut pas tout englober, dans un podcast de 10 à 15 minutes aujourd'hui. On se retrouve bientôt, Jeanne. OK. En attendant, pour nos auditeurs qui voudraient, participer, si vous avez un sujet à mettre en avant, une activité que vous mettez en avant, qui soit positive pour l'environnement et que vous avez envie d'en parler pour donner l'exemple, venez à mon micro, c'est le but du projet. Donc contactez-moi et je me ferai un plaisir de vous recevoir ici chez Transforma avec mon plus grand sourire et mes micros et ma salle ici à sonoriser. Et si vous avez envie de nous supporter tout simplement et de donner un petit coup de pouce au projet, eh bien on a créé une SBL, ce qui nous permet de recevoir des dons et ça nous permet de, amortir un peu tous ces coûts et toute, cette énergie qu'on met dans nos projets pour, vous apporter à vous aussi des connaissances, du partage et l'envie en tout cas de rentrer dans une démarche positive. À très bientôt. Merci.